L'excellente efficacité du missile ukrainien Flamingo à Samara a confirmé l'atteinte des installations du centre de fusée et de cosmonautique Progress. Un incendie de grande ampleur, couvrant environ 5000 mètres carrés, s'est déclaré sur le site. Et ce n'est pas simplement une cible, c'est un site spatial crucial pour le lancement de l'analogue russe du système Starlink. Et le même jour, Vladimir Poutine lui-même, lors d'une réunion du Conseil pour le développement stratégique au Kremlin, a en fait reconnu que les attaques ukrainiennes causent réellement des dommages à l'économie russe. Bien qu'il ait immédiatement tenté d'en minimiser l'ampleur et déclaré que, ce n'est pas si douloureux que ça, mais il est impossible de rassembler de l'argent pour la reconstruction de ce qui a été détruit par de simples vœux. C'est pourquoi, pour l'instant, Poutine parle de l'absence de conséquences critiques, comme il l'a dit. Et la reconstruction des entrepôts incendiés de Wildberries devra se faire avec l'argent des Russes eux-mêmes. C'est ainsi qu'en a décidé Vladimir Poutine, qui a déclaré qu'il allouerait de l'argent du budget pour la reconstruction de ces mêmes entrepôts incendiés. Quant aux entrepreneurs qui ont perdu leurs marchandises, rien ne sera restauré ni indemnisé pour eux. Pendant ce temps, les Russes eux-mêmes retirent massivement de l'argent de leurs comptes bancaires, craignant qu'il ne soit saisi pour les besoins de la guerre. Et pendant ce temps, en Ukraine, on est enfin arrivé à la dernière ligne droite concernant l'utilisation de ses propres missiles balistiques contre le territoire russe. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ces sujets, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors commençons par la frappe même contre le centre spatial et de missiles russes. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, après une reconnaissance supplémentaire, on a appris qu'à Samara, après l'attaque du 3-15 août, plusieurs installations du complexe spatial et de missiles russes ont été touchées en même temps. De nouvelles données ont confirmé des dommages aux capacités de production de l'usine aéronautique Aviacor et du centre aérospatial Progress. Selon les dernières précisions, un atelier de production a été touché, où sont assemblés les moteurs pour les lanceurs de la famille Soyouz, ainsi qu'un atelier de maintenance des équipements aéronautiques. Un incendie d'environ 5000 mètres carrés a été signalé sur le territoire du centre spatial Progress. Cependant, je rappelle que les 15 et 16 août, les Russes disaient qu'il ne s'agissait que d'un dégagement de fumée. Rien de grave ne s'était produit. Pourquoi est-ce important ? Le centre spatial Progress fait partie des entreprises clés du secteur aérospatial russe. L'entreprise participe à la production des lanceurs Soyouz qui sont utilisés pour mettre des engins spatiaux en orbite et constituer la constellation russe de satellites de communication, y compris dans l'intérêt de l'armée russe. C'est justement dans ce domaine que les Russes essaient de créer un équivalent de Starlink. Selon la partie ukrainienne, le fait d'avoir frappé ces sites réduit les capacités militaires et technologiques de la Russie, et les frappes visant les principales entreprises militaires du complexe militaro-industriel russe se poursuivent. Et ce qui est important, c'est qu'il est connu que l'usine a été frappée précisément par des missiles ukrainiens Flamingo. À ce jour, c'est l'un des coups les plus efficaces portés précisément avec ce missile FP5 Flamingo. Et dans ce contexte, alors que les missiles Flamingo ont déjà atteint de tels sites critiques, je dirais même stratégiques, Vladimir Poutine, lors de la réunion du Conseil pour le développement stratégique au Kremlin, a reconnu que, oui, les frappes systématiques sur les infrastructures et les sites industriels détériorent tout de même les indicateurs économiques de la Fédération de Russie, et que la croissance économique est influencée par la pression extérieure et les attaques ukrainiennes constantes contre les entreprises. Mais ensuite, Vladimir Poutine a de nouveau fait semblant que tout cela n'était pas sérieux. Voici sa citation. « Il est clair qu'il n'y a pas, qu'il n'y a jamais eu et qu'il ne peut pas y avoir de conséquences critiques à la suite de telles attaques. Mais bien sûr, elles nous causent des dommages. C'est évident. Nous le comprenons, nous le voyons et nous le savons. Donc, la formule de Poutine est la suivante. Officiellement, il n'y a pas de conséquences critiques, mais en même temps, il admet que le préjudice est évident. C'est une tentative classique de ne pas paraître vaincu devant sa propre élite, tout en ne donnant pas l'impression d'être complètement déconnecté de la réalité. Parce que, il est déjà difficile de dire qu'il n'y a pas de dégâts quand, des raffineries brûlent, des entrepôts de Wildberries brûlent aussi, des usines brûlent, et ainsi de suite.
Le contexte de cet aveu est également révélateur. Récemment, les services de renseignement européens ont estimé que, grâce à la hausse temporaire des prix mondiaux du pétrole, le Kremlin a tout de même obtenu des revenus supplémentaires et a repoussé une crise financière aiguë, ce qui lui permettra de poursuivre les hostilités, au moins jusqu'au printemps prochain. Dans le même temps, le déficit budgétaire russe a déjà dépassé de 70% le plan annuel. Malgré l'augmentation des dépenses et les difficultés économiques, Moscou ne prévoit pas d'arrêter les hostilités. Plutôt, les proches de Poutine se sont exprimés de manière cynique au sujet d'un éventuel gel du conflit, déclarant qu'un cessez-le-feu le long de la ligne de front est inacceptable pour le Kremlin. Eh bien, c'est pourquoi quelques missiles et drones ukrainiens sont le seul outil pour détruire l'économie russe et forcer la Russie sale à faire la paix. Mais derrière la phrase de Vladimir Poutine sur l'absence de conséquences critiques se cache une toute autre vérité. Désormais, ce sont les Russes ordinaires qui vont payer pour toute cette absence de dommages critiques. Vladimir Poutine a ordonné que la restauration des entrepôts et de l'infrastructure de la place de marché Wildberries après les attaques de drones ukrainiens soit financée par le budget fédéral, c'est-à-dire à partir des impôts des Russes ordinaires. Et la restauration pourrait coûter à la place de marché, selon des estimations modestes, jusqu'à 223 milliards de roubles. Si un démontage complet, l'évacuation des déchets et la réhabilitation du site sont nécessaires, les coûts pourraient atteindre près de 300 milliards de roubles. Et cet argent sera alloué à cette entreprise Wildberries à partir du budget fédéral de l'État. Les pertes potentielles des vendeurs eux-mêmes sur Wildberries sont estimées à au moins 500 milliards de roubles. Ainsi, les dommages totaux possibles pour Wildberries et les vendeurs peuvent déjà être estimés à 800 milliards de roubles. Mais Vladimir Poutine ne propose pas de compensation budgétaire aux vendeurs sur la place de marché Wildberries. Il dit « débrouillez-vous par vous-même ». Et pendant ce temps, les statistiques officielles de l'entreprise indiquent que plus de 400 000 vendeurs ont été touchés par les attaques contre les entrepôts de Wildberries. Mais Vladimir Poutine s'en fiche complètement. Après tout, ce ne sont que des milliers de Russes qui se retrouvent sans entreprise, puisque 1,5 million de ces mêmes Russes lambda sont soit morts, soit blessés à cause de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Parallèlement à cela, il y a une deuxième ligne de pression économique, que le Washington Post observe aujourd'hui. Les Russes retirent massivement leur argent des banques par crainte que les autorités ne commencent à saisir les dépôts pour financer la guerre. Selon les données de la Banque centrale de la Fédération de Russie, rien que pour les 2 premières semaines d'août, près de 3,5 milliards de dollars ont été retirés des banques. En juillet, les Russes ont retiré près de 7,5 milliards de dollars et en juin, plus de 4,5 milliards de dollars. Autrement dit, vous voyez que la tendance est à la hausse. Les experts assurent que le volume total des fonds retirés cette année pourrait être 2 fois supérieur à la somme que les Russes ont retirée des banques lors de la première année de l'invasion à grande échelle. Autrement dit, la panique ne fait qu'augmenter. Et les Russes ont décidé qu'il valait mieux garder leur argent liquide sous le matelas plutôt que quelque part dans les banques, d'où il se pourrait qu'ils ne le récupèrent jamais. Et si Poutine le veut, il prendra simplement cet argent, et personne ne demandera l'avis de ces Russes. Cela signifie que les gens n'ont pas confiance dans le système bancaire russe et dans le système financier russe. Tout cela est la conséquence des craintes que le gouvernement de Poutine prenne certaines mesures concernant le système bancaire, qu'il puisse, par exemple, nationaliser les dépôts et financer la guerre à leurs frais. Eh bien, une fois les élections à la Douma passées, ils annonceront la mobilisation. Et il ne s'agira pas seulement de la mobilisation des ressources humaines, mais aussi, par exemple, des ressources financières. Dans le cadre de la mobilisation et de la loi martiale limitée, on peut simplement prendre l'argent des Russes et dire « Écoutez, cet argent est nécessaire pour la guerre ». Cette année, les Russes ont déjà retiré plus d'argent des banques que pendant toute la première année après le début de l'invasion à grande échelle. Cela représente près de 25 milliards de dollars, ou, si c'est plus clair pour vous, 2000 milliards de roubles. Je rappelle qu'en 2022, les autorités de la Fédération de Russie ont brusquement stoppé la fuite d'argent des banques en introduisant des restrictions strictes sur les mouvements de capitaux et en augmentant fortement les taux d'intérêt. Les problèmes de liquidité ont déjà affecté la capacité du gouvernement russe à attirer des fonds pour financer la guerre en émettant des obligations d'État. Il s'est avéré que le mois dernier, le ministère russe des Finances a été contraint d'annuler les émissions d'obligations prévues,
tout simplement parce que personne n'en voulait. Et pendant ce temps, la crise du carburant est de retour en Russie, y compris là où elle semblait avoir été résolue. À Moscou et dans les régions avoisinantes, la vente d'essence a de nouveau commencé à être limitée. Dans les stations-service automatisées de Gazprom Neft à Moscou, la vente d'essence et de diesel a été limitée à 40 litres par client. Rosneft a fixé une limite de 30 litres par véhicule dans ses stations-service à travers tout le pays. Lukoil a également introduit ses propres restrictions. La société a annoncé une réduction de la vente de carburant à Moscou et dans la région voisine. Je rappelle que les frappes de drones ukrainiens ont déjà mis hors service jusqu'à 40 installations de raffinage de pétrole en Russie. Et environ un tiers des habitants de la Russie ont été confrontés à une pénurie de carburant. Ce ne sont que les statistiques officielles. Et enfin, le dernier détail qui montre que la situation en Russie ne fera qu'empirer. Aujourd'hui, la directrice générale de l'entreprise Firepoint, Irina Terek, a annoncé que le missile balistique ukrainien à courte portée FP7 sera prêt à être utilisé au combat vers la fin du mois de septembre de cette année. Le missile a une charge utile allant jusqu'à 150 kg et est conçu pour frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 200 km. L'entreprise a déjà effectué environ 15 tirs d'essai du missile FP7. Et actuellement, le missile est en phase de certification. Parallèlement, je rappelle que le missile FP9 est en cours de développement, une arme nettement plus puissante, avec une portée prévue allant jusqu'à près de 900 km et une ogive pesant jusqu'à 800 kg. En résumé, pendant ce temps, Vladimir Poutine insiste publiquement sur le fait qu'il n'y a pas de conséquences critiques suite aux frappes. La réalité est tout autre. Un site clé de l'industrie spatiale et des missiles à Samara a été détruit. La reconstruction des seuls entrepôts de Wildberries coûtera des centaines de milliards de roubles qui pèseront sur les épaules des Russes ordinaires. Les Russes retirent des sommes records des banques, craignant une confiscation. À Moscou, la vente d'essence est à nouveau limitée. Et d'ailleurs, les économistes gênants qui disent la vérité sont tout simplement licenciés. Je parle d'une des banques où, en mai et dans les mois suivants, l'un des principaux économistes de la Vnetchekonombank russe, si je ne me trompe pas, a déclarait que, écoutez, il y a un problème, les frappes ukrainiennes causent des problèmes dans l'économie s'effondre, s'écroule, au minimum il y a une stagnation, et ainsi de suite. Cela n'a pas plu à Poutine, il a dit « Comment, qui est ce plébéien qui raconte aux Russes que tout va mal? Non, tout va bien. » Et ils ont tout simplement renvoyé ce gars. Et dans ce contexte, l'Ukraine prépare déjà son propre missile balistique destiné au combat, qui devrait entrer en service dans les forces armées d'ici 1 mois. Eh bien, nous espérons qu'il entrera bien en service. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.